Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens faire une petite aparté avant l'introduction de l'épisode pour vous indiquer que ce sera le dernier épisode des Coquelicots. Du moins pour un moment, je me dis pour l'instant que c'est le dernier, qu'on verra bien si à un moment je veux et je peux reprendre. Mais en tout cas, voilà, il n'y aura plus un épisode tous les 15 jours pour au moins un bon bout de temps et peut-être plus jamais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà j'ai fait une longue pause cet été, j'avais pour ambition de revenir à la rentrée avec plein d'épisodes super chouettes comme tous ceux qui sont sortis jusque-là de mon humble avis. Mais en fait il y a eu des changements d'organisation dans mes vies à titre personnel. Alors c'est que des bonnes nouvelles et que des choses que j'ai cherchées et que j'ai voulu, mais qui ne me laissent plus assez de temps pour pouvoir me consacrer au podcast comme je le faisais jusque-là, depuis le mois de décembre jusqu'au mois de juin du coup. J'aurais plus le temps de faire les choses avec le cœur, avec passion, avec entrain et avec enthousiasme comme c'était le cas jusque-là. Je dois faire des choix et je choisis de privilégier mes nouveaux projets professionnels ainsi que ma vie familiale, et ça ne me laisse plus de temps pour le podcast parce que je fais tout toute seule, c'est beaucoup de travail et aujourd'hui je veux pas faire le choix de faire les choses à moitié, de les faire mal, de les faire stresser et que ça devienne une corvée et un poids pour moi de continuer le podcast. Je suis fière de ce que j'ai fait jusque-là et je veux pas entacher cette qualité-là et ce travail-là. Donc voilà, ce sera le dernier épisode. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié personnellement cette expérience de podcasteuse. Je suis une grande consommatrice de podcasts et passer de l'autre côté du miroir, c'était fabuleux. J'ai beaucoup aimé. Je suis fière de moi pour ce que j'ai fait, d'avoir monté à bout ce projet. C'est pas du tout un domaine que je connaissais a priori, le domaine des médias, le domaine même tout ce qui a trait à l'informatique, à la visualisation, les images, etc., la publicité, le marketing, Bon, de toute façon, c'est pas trop mon fort dans ce podcast, mais je l'ai fait quand même. Donc puis j'ai surtout rencontré des gens formidables que je connaissais pas et d'autres personnes que je connaissais et que j'ai appris à découvrir sous un autre angle à travers mes questions et mes interviews. Je remercie très chaleureusement et du fond du cœur toutes les invitées des Coquelicots, donc les 14 invités qui se sont prêtés au jeu et qui ont été d'une générosité sans nom, et j'ai passé des moments avec chacune uniques et merveilleux. J'ai adoré, c'est ma partie préférée de toute façon de tout ce travail, c'était les enregistrements. Voilà, ce sont des moments très forts à chaque fois et merci de vous être livrés, de m'avoir fait confiance. Je veux remercier aussi mes auditeurs et mes auditrices. Je pense que c'est surtout des auditrices. Celles qui m'ont écrit, celles qui m'ont pas écrit également, mais qui étaient là derrière leur téléphone. C'est très touchant de savoir qu'on est écouté et que le travail qu'on fait plaît. Si jamais vous m'avez écouté, que vous m'avez jamais écrit, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Ça me fera toujours plaisir de savoir... de connaître quelle a été votre vision, votre aperçu, votre idée du podcast. J'ai tout de même tenu à faire un dernier épisode. Alors j'ai moins eu de temps que pour les autres épisodes sur cet épisode-là. Donc c'est un épisode qui est plus brut, moins monté et qui est du coup un petit peu plus long.
Et je voulais absolument le sortir cet épisode-là parce que quand j'ai eu l'idée Coquelicot, c'était l'épisode que j'imaginais. Donc je pouvais pas finir cette aventure sans cet épisode-là. Donc voilà, place au 15e et dernier épisode des Coquelicots qui sera consacré à l'endométriose. Donc l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui se caractérise par le développement de tissus qui sont semblables à la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus. Et ça provoque donc des douleurs et également ça peut provoquer une infertilité. C'est une maladie qui touche près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer à l'échelle mondiale, ce qui représente donc 190 millions de personnes. Donc c'est très très répandu. C'est une maladie chronique à laquelle du coup on associe les symptômes suivants, des douleurs très importantes au moment des règles, au moment des rapports sexuels et au moment d'aller soit déféquer, soit uriner. Il y a également des douleurs pelviennes chroniques, des ballonnements, des nausées, de la fatigue. Parfois également de la dépression, de l'angoisse et, comme je le disais au début, une infertilité. Alors du fait de ces symptômes qui sont variables et assez généraux, qui peuvent être aussi associés à d'autres pathologies, le diagnostic est souvent compliqué à obtenir et un bon nombre de personnes qui sont atteintes d'endométriose n'en ont pas conscience et il peut s'écouler beaucoup de temps entre le début des symptômes et l'établissement d'un diagnostic. Bon, de toute façon, il n'existe pas de remède contre l'endométriose et les traitements qui sont proposés visent à contrôler les symptômes, mais pas à guérir l'endométriose. Pour en savoir plus, je vous recommande vivement l'association EndoFrance qui fait un travail formidable d'information et de visibilité de la maladie. Aujourd'hui, à mon micro, c'est Célia qui me raconte donc son vécu de l'endométriose, les années d'errance pour obtenir finalement un diagnostic qui a fait l'effet d'une bombe dans sa vie et l'a amené à se questionner sur sa fertilité et à opérer un changement de vie assez merveilleux qui lui a permis de justement pouvoir un peu dompter son endométriose. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Célia. Bonjour Floriane. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Célia, je suis donc ta grande sœur adorée. J'habite à Paris et je suis professeure des écoles depuis bon nombre d'années à Paris et je suis atteinte d'endométriose entre autres. En tout cas, moi je suis contente de t'avoir à mon micro parce que t'es ma sœur et quand j'ai créé les Coquelicots, j'avais dans ma liste des invités stars que je voulais avoir toi pour parler de l'endométriose. Donc je t'en avais parlé, ça date, ça remonte et donc du coup on y est enfin. Et voilà, c'est un épisode que j'attendais de faire avec hâte et puis en plus comme on se connaît un petit peu du fait que tu sois ma sœur, voilà, ça va donner un ton un peu différent, je pense. Donc tu es là aujourd'hui pour me parler et nous parler de ton expérience, ton vécu de l'endométriose, qui n'est pas le vécu de toutes les femmes qui ont de l'endométriose, mais en tout cas c'est un certain éclairage sur cette maladie qui touche quand même beaucoup de femmes. On en parle un peu plus depuis ces dernières années, mais pendant des années, on en a très très peu parlé. Et voilà, on va participer, toi et moi, mais surtout toi avec ton témoignage, au fait qu'on en parle, qu'on continue en tout cas d'en parler et de poser des mots sur cette maladie. Alors, on va commencer du coup par le début de ton histoire avec tes cycles menstruels. Est-ce que tu peux m'expliquer quand tu as commencé à avoir tes règles et dans du coup ton adolescence et ta jeunesse, comment ça se passait pour toi ? Eh bien déjà, j'ai eu mes règles tardivement, à 14 ans. Je sais que j'étais la dernière de ma promo de filles à les avoir en 3e. Et ça a commencé tout de suite par des règles très douloureuses et assez abondantes, voire hémorragiques. Mais moi, j'avais aucun comparatif. Donc, je suis l'aînée de ma fratrie de 3 sœurs et ma mère, ma mère semblait me dire que c'était normal que j'ai mal au ventre, que j'utilise des serviettes
épaisse, que ça tâche les draps la nuit. Voilà, elle me donnait des petits conseils, mais voilà. Donc ça a commencé comme ça, par des règles douloureuses, des cycles irréguliers aussi. Je me souviens, j'avais mes règles au lycée, du coup, peut-être tous les un mois et demi, 2 mois, pas plus de 2 mois, je pense, entre deux cycles. Voilà, mais c'était assez irrégulier. Et je me souviens avoir appelé ma mère quand j'étais au lycée parce que j'avais trop mal au ventre. J'étais devant le lycée en train de l'attendre, elle venait me chercher. Et en attendant qu'elle arrive, j'étais en train de vomir devant le lycée, là, derrière un arbre, je me cachais. Et j'avais des sueurs froides, j'en pouvais plus. Donc en fait, c'est la douleur, voilà, pouvait être très forte. Ouais, donc c'était très abondant de 1, mais aussi très douloureux. Oui, oui, oui. Alors peut-être que quand même le premier cycle, parce que du coup je suis en train de réfléchir en te parlant, peut-être que mon premier cycle était pas si douloureux que ça quand même, parce que je m'en souviens pas. Donc je pense que la douleur est venue petit à petit, je dirais. Mais c'était tout de suite très abondant par contre. Et ouais, et en fait les douleurs, ouais, c'était assez terrible. J'en pouvais plus. J'avais tellement mal. J'étais je tombais à moitié dans les pommes. En fait, je pouvais plus trop bouger. J'avais des sueurs. J'étais toute pâle, voire jaune, j'imagine. Et je me mettais à vomir de douleur. Et à partir du moment où je commençais à vomir, bah c'était le cercle vicieux parce que je pouvais plus prendre de médicaments pour atténuer la douleur en fait parce que je rendais tout. Voilà, voilà, il y a que le suppositoire du coup dans ces cas-là. Et moi j'ai le souvenir que tu passais enfin je sais pas, peut-être que mes souvenirs sont exagérés, mais même une journée entière ou 2 journées entières allongée dans le noir, enfin vraiment complètement hors service quoi. Oui. Alors généralement, par cycle de règles, j'avais vraiment très mal une journée, voire 2 journées. C'était pas plus, parce que de nombreuses femmes souffrent beaucoup plus de jours que ça. Entre guillemets, j'ai de la chance. Mais voilà, c'était plutôt 1 ou 2 journées, et de ces journées-là, c'était difficile, effectivement, jusqu'à ce que je trouve le médicament miracle, qui était miracle pour moi à l'époque, qui m'a été prescrit par une médecin généraliste. C'est l'Antadis, donc c'est à base d'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire, et ça fonctionnait très bien sur moi, en fait, parce que le Doliprane, enfin le paracétamol, la molécule du Doliprane, ne fonctionnait pas, voire très peu. Enfin, peut-être qu'au début ça a fonctionné un peu, mais très vite ça ne fonctionnait absolument plus. L'aspirine, c'est déconseillé, ça fluidifie le sang. Donc l'ibuprofène, l'Antadis spécialement, ça fonctionnait très bien. Donc j'en prenais, j'étais obligée d'en prendre pour me sauver mes cycles en fait, pour pouvoir réussir à avoir une vie à peu près normale et pas être la tête dans les toilettes au fond du trou quoi. Il fallait que je prenne au moins 2 cachets d'Antadis par règle, voire 3. Mais pas plus, par contre, ça fonctionnait assez bien. Et du coup, avant de découvrir l'Antadis, les moments où tu avais tes règles, tu pouvais pas avoir une vie... le jour, du coup, qui était le plus douloureux, tu pouvais pas avoir une vie classique. Donc, si c'était la semaine, aller au lycée, ou enfin, c'était impossible pour toi. T'étais pas du tout en état. Bah, en fait... Alors, quand ça se produisait, quand mes douleurs venaient, j'étais pas du tout en état. Effectivement, j'étais même complètement malade, hors service, très très mal. Mais le problème qui était, enfin pour moi, c'était que je ne pouvais absolument pas prévoir en fait quand est-ce que ça allait arriver. Parce que comme je te dis, mes cycles étaient irréguliers et donc je savais jamais quand j'allais avoir mes règles. Donc et je savais pas aussi quand allait être le jour où ça allait me faire mal en fait, le jour de flux très abondant généralement et où ça fait très mal. Parce que parfois en fait j'avais plusieurs journées au début de petites règles et ensuite à un moment donné c'était le jour douloureux. Mais je savais jamais. En fait, c'est ça qui a été difficile pour moi. Et à partir du moment où j'ai appris à reconnaître les signaux de mon corps, en fait,
qui m'indiquait que ça allait être la journée douloureuse, eh bien j'ai pu donc je pouvais donc légèrement anticiper de 1 heure ou deux, on va dire. Je commençais un petit peu à avoir mal et là je me disais ça cette petite douleur, elle va se transformer en douleur insupportable où je vais être dans mon cercle vicieux, je vais me mettre à vomir. Donc là je prends mon Antadis, comme ça il fera effet dans une demi-heure, 1 heure, et la douleur elle sera pas encore assez intense, je vais pas le vomir. Et là, je vais pouvoir passer ma journée à peu près normalement. Mais ça m'a pris du temps, ça. D'accord. En fait. Et l'Antadis, tu l'as découvert au bout de combien de temps, l'existence de l'Antadis? Alors, je dirais, je pense que j'étais au lycée, mais je pense peut-être deux ans après avoir eu mes premières règles, je dirais. D'accord. Et après, j'ai dû mettre encore peut-être 1 an ou 2 à vraiment savoir quand il fallait le prendre, à quel moment opportun, en fait, il fallait le prendre. Parce que ça met du temps, tout ça, pour se connaître. Et est-ce que, du coup, tu vivais dans l'angoisse d'avoir tes règles? Un peu, surtout quand j'étais pas chez moi, en fait. Quand j'étais chez moi, j'avais ma petite routine, etc. Enfin, voilà, ça allait. Mais par exemple, j'ai des souvenirs... quand j'étais chez des copines ou même en vacances, je me souviens en vacances en Espagne chez la grand-mère d'une copine, et d'un coup en fait j'ai commencé à avoir mal, mais on était en train de faire une activité familiale avec sa famille, et du coup j'ai pas osé tout de suite me lever, aller prendre un médicament. En fait j'ai raté le coche, et le moment où je me suis levée pour aller aux toilettes et aller essayer de prendre un médicament, c'était trop tard en fait, j'avais déjà trop mal, et donc je me suis mise à vomir, et bah, ils m'ont vue dans un état, ils ont eu peur, quoi. Donc ouais. Même des vacances avec mon père aussi, en Espagne toujours. Pareil, j'avais pas osé lui dire que j'avais mes règles. Bon là par contre je devais avoir 16 ans, donc ça faisait pas longtemps, ça fait que 2 ans que j'étais réglée, et ils m'ont vu, mon père et ma belle-mère m'ont vu dans un état, ils ont commencé à paniquer, ils sont allés à la pharmacie, ils sont revenus avec des médicaments. Ouais. En fait, je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations un peu gênantes, quoi. Ouais. Au-delà de la gêne vis-à-vis des autres, c'est que tu vis un vrai moment de torture, quoi, sur le coup, quoi. Ah oui, moi je vivais un moment de torture, mais moi je pensais que c'était normal, et puis quand j'étais dans mon quotidien, dans mon cocon, si je puis dire, je gérais en fait je finissais par gérer mon cycle et mes douleurs, mais quand j'étais en dehors de mon quotidien, je me sentais assez honteuse d'être aussi mal devant les autres, et puis en plus le fait de pas être chez moi, j'étais encore plus mal parce que je pouvais pas être tranquille dans ma chambre, en train de respirer, en train d'avoir mal, quoi. Voilà. C'est puis j'étais jeune quand même, bon j'étais grande ado, on va dire, mais j'avais entre 14 et 20 ans, toute cette période là, on va dire. Ouais, donc le regard des autres est hyper important, même si là quand tu le dis, là avec le recul, se dire j'étais honteuse d'avoir mal, on se dit mais ça n'a aucun sens, mais sur le coup, quand t'es ado, t'as honte d'à peu près tout et n'importe quoi qui puisse se passer dans ta vie. De toute façon. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et tu dis que tu pensais que c'était normal, mais est-ce que t'en parlais avec tes copines, et est-ce que tu voyais que chez elles c'était pas la même chose? Tes copines ou tes sœurs, du coup? Je parlais pas trop de ça, je pense. Du moins, on va dire avant mes 17 ans, je pense. Entre 14 et 17 ans, on va dire que j'en parlais pas trop. J'étais assez pudique et assez complexée, inutilement, mais... Et après, par contre, j'ai commencé... Oui, effectivement, j'en parlais, et puis voilà, mes copines, mes sœurs ont vu... alors, mes sœurs, pas toi du coup, mais notre autre sœur, elle avait la même chose que moi, donc bon... je me sentais pas du coup bizarre, parce que voilà, elle avait la même chose. Et notre mère... Oui, ça participe au fait de dire que c'était normal, du coup. C'est ça, exactement. Et notre mère, visiblement, avait aussi les mêmes symptômes lors de ses cycles, puisque elle-même, elle nous disait, bah oui, c'est des contractions que t'as,
Voilà, enfin, elle, ça lui paraissait normal aussi. Mm. Et donc j'ai commencé oui, j'en ai parlé à mes copines effectivement, et elles avaient pas ça, mais je me suis jamais dit que j'étais anormale, non. Non, elles avaient pas ça, et elles me disaient pas, va chez le médecin, c'est pas normal, non, non, pas pour ça. Ouais. Ouais, tu te disais juste que toi, t'avais pas de chance, t'avais tiré le mauvais lot et mais que c'était aussi normal d'une certaine mesure, quoi. Exactement. Je me suis dit, bah voilà, moi j'ai des règles hyper douloureuses, les autres pas forcément. Ah oui, parce que si par contre, au niveau de la longueur des cycles, enfin des règles plutôt, pas des cycles, des règles, je me souviens que ça, je comparais avec mes copines, et là je me disais, purée, elles ont de la chance, quoi. Elles ont leurs règles pendant 5 jours, elles saignent vraiment pendant une journée, le reste du temps, elles peuvent aller à la piscine tranquille, à la mer tranquille, mettre juste un petit tampon et c'est bon. Mm. Moi, faut que je change de tampon toutes les heures, j'ai trop peur que ça coule. Ouais. Et moi, ça dure 10 jours. Ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit aussi, ça durait pas 10 jours quand même à l'époque. Ça durait entre 7 et 8, 9, voilà. Ouais, donc c'était une question de chance et pas de chance, quoi. Dans le cercle de la normalité, toi, t'étais du côté de c'est pas très sympa, et elles étaient du côté de c'est plus sympa, mais ça restait dans la normalité. C'est ça. Et c'est ça. Et est-ce que tu t'allais chercher des réponses auprès des médecins? À cette époque-là, non. Alors, je me souviens que du coup, vu que j'ai ma médecin généraliste à l'époque qui m'avait prescrit le fameux Antadis, j'imagine que j'avais dû lui parler de mes règles douloureuses. Et je me souviens que j'étais avec ma mère, donc j'étais encore mineure. Mais je me souviens plus du tout de ce qui s'est dit. Alors, plus du tout. Mais si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas... il y avait rien de notifiable, quoi. Je pense que voilà, elle a dû dire, bon, elle a mal au ventre, je lui donne de l'Antadis, ça devrait la soulager. Parce que je lui disais bien que le Doliprane, donc paracétamol, et les Spasfon, parce que pareil, on a prescrit de ça, du Spasfon, ça faisait rien du tout, c'était comme un bonbon. Ouais. Ça changeait pas la donne. Et non, les médecins, non, m'ont rien dit. D'accord. Même la gynéco, rien. Et à quel moment, du coup, les choses ont évolué? J'imagine que c'est quand tu as pris la pilule, mais dis-moi si je me trompe. Eh bien, oui, j'ai pris la pilule à 22 ans, il me semble. 21 ans. Ouais, 21 ans et demi, c'est, je me souviens. Et je me suis dit, ouais, chouette, je vais plus, ça va me diminuer, je vais plus avoir mal au ventre pendant mes règles, parce que mes copines me disaient ça. Bah non, j'avais toujours mal. C'était pareil, ça changeait rien. Ça changeait rien. J'avais mes règles et j'avais mal au ventre. Et donc, alors par contre, ce qui était bien, entre guillemets, avec la pilule, c'était que je savais quand j'allais avoir mes règles. Là, je pouvais vraiment beaucoup plus anticiper et vraiment savoir quand j'aurais mes règles. Alors, elles duraient toujours une semaine, elles étaient toujours abondantes, j'avais toujours mal pendant une journée. C'était pas 2 journées, une journée. Mais je prenais mon Antadis, 1 ou 2, cachet, hop, le jour où j'avais mal. Et là, par contre, je gérais bien. Enfin, je trouve. D'accord. Par rapport à avant. D'accord. Donc, en fait, ça m'a facilité la vie, on va dire. Ça m'a facilité mon quotidien, cette prise de pilule. En termes de par rapport prévisibilité, quoi. C'est ça, par rapport, voilà, à la planification, ouais, exactement. Je comptais quand j'allais les avoir, du coup. Je le notais sur mon agenda. Il y avait les périodes rouges sur mon agenda, et voilà, c'était toute une organisation, du coup. Si je partais en vacances, je comptais, hop, bon, bah voilà, faut que j'emmène une valise entière de serviettes. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu avais d'autres symptômes, du coup alors c'est difficile de parler de symptômes d'endométriose parce que tu savais pas que c'était l'endométriose, mais d'autres désagréments que maintenant tu sais être en lien avec l'endométriose, mais à cette époque-là? Alors, non. À part vraiment les grosses douleurs pendant mes règles, les cycles du coup irréguliers et les règles abondantes. Tout ça, ce sont des symptômes de l'endométriose. Le reste, non, j'avais pas d'autres symptômes. D'accord. Rien du tout. Enfin, j'avais que ça. Ouais.
Et quand est-ce que, du coup, les choses ont évolué? Alors, les choses ont évolué à partir du moment où, pour des questions de santé, en fait, je n'ai plus voulu prendre la pilule et j'ai voulu me faire poser un stérilet au cuivre. Donc, en fait, je voulais plus d'hormones. Donc, j'ai voulu me faire poser un stérilet au cuivre. Je m'étais renseignée sur les caractéristiques du stérilet au cuivre. Et je savais que j'étais pas du tout une bonne candidate pour me le faire poser. C'est-à-dire que on dit que ça rallonge les règles, le temps des règles, et que ça rend les règles aussi plus abondantes. Donc j'étais là, ok, d'accord, c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Mais bon, c'était le seul moyen, à part le préservatif, du coup, le seul moyen contraceptif sans hormones pour moi. J'avais trouvé. Donc je me suis dit, allez, je teste, je le garde, si ça se passe pas bien, je le garde au moins 3 mois pour attendre, voir si ça évolue correctement dans le bon sens en fait, si mon corps s'habitue. Donc je me le fais poser. Déjà la pose, a été douloureuse parce que j'ai très vite mal dès qu'on touche à cet endroit-là. Et ensuite, ça a été affreux en fait, tout simplement. J'ai fini par le faire enlever d'urgence au bout de 3 mois. J'ai quand même tenu mon objectif des 3 mois. Et pourquoi ça a été affreux? Eh bien, déjà, donc j'avais... alors, tout de suite, quand je l'ai eu, donc j'ai eu mal la première journée. Après, ça a été mieux. J'ai très vite eu mes règles. Où on me l'a posé pendant mes règles. Et donc, là, en fait, j'ai saigné pendant 3 semaines. Du coup, je me suis dit, bon, ok, déjà, c'est pas terrible, ça commence pas bien. On va voir la suite. Et ensuite, carrément, je ne pouvais même plus aller travailler parce que j'arrivais même plus à marcher, en fait. Je marchais comme un canard. J'avais tellement mal au ventre, j'avais le ventre tout gonflé, hyper mal au ventre. Et je saignais. Alors, la médecin qui m'avait posé le stérilet m'avait demandé de faire une échographie de contrôle pour voir s'il était bien posé. Donc, je suis allée faire cette échographie de contrôle du stérilet. Et alors là, ça a été du coup l'événement qui a changé ma vie parce que ce médecin qui m'a fait l'échographie m'a dit que j'avais un kyste sur l'ovaire gauche, un kyste endométriosique, et à faire confirmer par une IRM. Et que le stérilet était mal placé en plus. Était mal placé en plus, ok. Oui. Donc là, ça faisait combien de temps que tu l'avais posé, le stérilet ? Ça faisait, je pense, 1 mois et demi. D'accord. Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là ? Eh bien, j'y réfléchissais tout à l'heure pour justement essayer de me souvenir, j'avais 30 ou 31 ans. D'accord, donc il s'était quand même passé une très longue période depuis tes 14 ans jusqu'à tes 31 ans, pendant ces périodes pendant lesquelles non-stop t'as subi des règles très abondantes et très douloureuses en pensant que c'était normal. Du coup. C'est ça. Ok. Ouais. Ok, ouais. D'accord. Et donc là, on te dit que t'as ce kyste et que le stérilet est mal placé, mais c'est que après encore un mois et demi que tu l'enlèves, parce que du coup, le fait qu'il soit mal placé et que t'aies un kyste, ça voulait pas dire qu'on t'enlevait le stérilet ? Alors, j'ai peut-être fait l'échographie de contrôle peut-être au bout de plus de 2 mois, alors, je pense. Parce que en fait, après le temps d'avoir un rendez-vous, que on me dise que il est mal placé, qu'il faut le replacer, et que je prenne la décision moi carrément de le faire enlever, j'ai été voir quelqu'un d'autre pour le faire enlever en fait, pour avoir un rendez-vous plus rapidement. En fait, voilà, c'est l'histoire de temps de rendez-vous en fait. D'accord, ok. Donc, voilà. Pour revenir du coup au kyste, bon là, le stérilet, ça, c'est pas la question aujourd'hui. Donc, de toute façon, après, on te l'a enlevé et t'y es parvenu parce que c'était vraiment pas la solution pour toi. Oui. Mais donc du coup, c'est à l'occasion de cette expérience de stérilet que a été découvert ce kyste qui a été la porte d'entrée en fait vers un diagnostic. Donc, est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé du coup toute l'aventure du diagnostic à partir de cette première échographie à laquelle on a vu ce kyste? Alors déjà, donc je suis ressortie dévastée de ce rendez-vous.
Et ensuite, du coup, s'est enchaîné d'autres rendez-vous pour confirmer le diagnostic, parce que c'était suspicion du coup de kyste endométriosique. Alors il se trouve qu'elle s'était absolument pas trompée, je la remercie d'ailleurs, cette médecin. Et pourquoi t'étais dévastée en sortant de ce rendez-vous? Eh bien, parce que déjà quand on apprend qu'on a peut-être une maladie, voilà, ça met un coup. En plus, ça mettait un mot sur mes mots, MAUX, depuis mes 14 ans en fait. Là, je comprenais parce que j'avais déjà entendu parler de l'endométriose. Donc, j'étais déjà. D'accord, donc tu connaissais, tu savais un peu ce que c'était. Ouais, il y avait déjà deux copines qui m'avaient dit mais t'es sûre que t'aurais pas l'endométriose? Mais ça c'était récent en fait. Donc là j'avais 31 ans, peut-être qu'elle m'en avait parlé dans les dernières années, enfin mes 29 ans, 30 ans, voilà. J'avais entendu parler de ça. Il y avait deux copines qui m'avaient dit mais tu crois pas que t'aurais ça? Et j'ai dit écoute, à chaque fois que j'ai fait des contrôles, des échographies, j'avais déjà fait des échographies, je n'avais pas de kyste à l'époque. On m'a jamais rien dit, les médecins, les gynécos m'ont jamais rien dit. Donc j'avais même passé une hystérosalpingographie, donc qui est une radiographie des trompes, et on m'avait dit que tout allait bien. Voilà. Donc j'étais là, mais écoute, les médecins s'inquiètent pas, je leur ai déjà posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et donc là, en fait, donc il y avait tout ça, il y avait t'apprends que t'as une maladie, déjà, quelle qu'elle soit, voilà, c'est un choc. Ensuite, c'est quelque part un soulagement, parce que même si ça fait mal, c'est, voilà, en fait, t'es pas folle, t'as un souci, en fait, t'as vraiment un souci, c'est pour ça que t'as autant mal. Et en plus, il y a la troisième chose, c'était la peur. J'avais très peur d'être infertile, parce que endométriose, c'est très lié à l'infertilité. Alors c'est pas forcément vrai, mais voilà, j'avais peur. En tout cas, c'est l'image que t'en avais, toi. Oui, à ce moment-là. C'est ça. Donc c'est l'image que j'en avais. Ces émotions et ces questionnements qui se bousculaient, quoi. C'est ça en fait, d'un coup d'un seul. J'y vais juste pour voir si mon stérile est bien placé. On me dit que j'ai certainement l'endométriose et que j'ai un kyste sur mon ovaire gauche. Donc c'est assez inattendu. Donc ça m'a chamboulée. Après bon, je me suis remise, hein. Et ensuite donc j'ai fait retirer le stérilet. Et donc juste pour préciser, en fait le stérilet au cuivre est inflammatoire. Enfin le processus du cuivre c'est inflammatoire, c'est de créer une inflammation, voilà, c'est ça qui empêche une grossesse. Et donc l'endométriose est une maladie inflammatoire. C'est pour ça que le stérilet au cuivre est déconseillé en cas d'endométriose. Voilà, je veux juste préciser ça. Ouais, d'accord. Et voilà, c'est pas que c'est quelque chose de mauvais à la base de stérilet au cuivre, du tout, hein. C'est juste que c'est déconseillé parce que c'est inflammatoire en cas d'endométriose. Et donc ensuite, donc je l'ai fait retirer, ça allait mieux. Mais après le retrait de ce stérilet, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des dyspareunies, qui sont des douleurs lors des rapports sexuels, alors que je n'avais jamais eu ça avant. Voilà, ça n'a toujours pas disparu. Voilà, donc j'ai gagné au change. Ouais, super. Ironie, super. Donc c'est un symptôme en plus qui est venu s'ajouter à ta liste des symptômes de l'endométriose, quoi. C'est ça, j'en ai un autre maintenant, c'est celui-ci, exactement. Et j'ai passé. Et il est lié au kyste? Tu sais si c'est lié au kyste? À l'inflammation, j'ai aussi des varices utérines, donc c'est peut-être aussi ça qui s'ajoute. Je sais pas en fait. Je sais pas exactement pourquoi. Mais bon. Mais en tout cas, moi je n'ai pas d'endométriose, j'ai pas d'endométriose dans le vagin ou l'utérus à part le kyste et donc c'est pas ça qui me crée visiblement des douleurs. Ouais, t'as pas en fait un tapis d'endomètre qui vient se fixer là où il faut pas, à part au niveau de l'ovaire, quoi. Voilà, enfin j'en ai au niveau de l'ovaire et maintenant, enfin en tout cas à l'époque j'en avais que au niveau de l'ovaire et maintenant j'en ai un petit peu plus parce que donc c'est évolutif.
Ça peut être évolutif dans le bon ou dans le mauvais sens, mais surtout dans le mauvais sens. Et maintenant, j'ai des adhérences, donc d'endométriose, à d'autres endroits aussi. J'en ai au niveau des ligaments utérosacrés, donc les ligaments qui relient l'utérus au sacrum. Donc ça aussi, ça crée des douleurs. Ça peut créer des douleurs donc dans le bas du dos et aussi pendant les rapports aussi. Ça peut. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, et donc, à quel moment... Donc là, on revient un petit peu en arrière. Donc là, ouais. t'as fait retirer ton stérilet. Oui. J'ai fait retirer mon stérilet en urgence, un samedi matin, de l'autre bout de chez moi. Et tout de suite, je me suis sentie libérée. Donc, comme je te disais, j'avais tout de suite beaucoup moins mal, mais est restée une petite douleur pendant peut-être quelques mois. Et ensuite, cette petite douleur au ventre a disparu, mais sont apparues les douleurs pendant les rapports, du coup. D'accord. Et à quel moment et de quelle manière le diagnostic a été confirmé, du coup ? Alors, j'ai eu donc un rendez-vous pour passer une IRM. Ça pareil, les délais sont longs parce que il faut pas passer. Enfin, il faut pas aller voir n'importe qui en fait. Même pour une échographie, pour la recherche d'endométriose. En fait, pour tout ce qui est endométriose, il faut aller voir des gens qui sont spécialisés en endométriose. Sinon, les professionnels peuvent passer à côté en fait. Voilà, donc ça c'est le conseil que je donne. Il faut vraiment aller voir des spécialistes. Ouais. Voilà. Vraiment, parce que on peut passer à côté de diagnostics pendant des années et des années sinon. Et c'est ce qui arrive très souvent, malheureusement. Donc j'ai passé cette IRM qui a confirmé que c'était bien un kyste endométriosique. Moi j'étais un peu soulagée à ce moment-là, c'est un peu ridicule parce qu'en fait j'avais peur d'avoir un cancer, que ce soit un kyste cancérigène, je m'étais fait tout un film. Voilà. Donc j'étais finalement soulagée d'avoir ce diagnostic-là, qui était le moins pire qu'un autre. Et en même temps, vu que ça faisait... parce que je me souviens que ce diagnostic, je l'ai eu début juillet, le stérilet, j'avais dû le poser en février, donc voilà, il s'est passé 6 mois. Mais du coup, il s'est passé quelques mois en fait. Il s'est passé quelques mois pendant lesquels je ne savais pas trop en fait ce que j'avais. Donc là, voilà. Je savais ce que j'avais et j'ai pu avoir un rendez-vous avec une gynécologue spécialisée en endométriose. Dans le mois qui a suivi mon résultat d'IRM, j'avais anticipé en fait, je crois, il me semble, j'avais pris rendez-vous. Et du coup, elle a pu m'expliquer vraiment ce que j'avais et elle m'a proposé, elle, de reprendre la pilule. Parce que selon elle, c'était la meilleure méthode, car une pilule donc qui coupe les cycles totalement, en fait, une pilule en continu pendant lesquelles on n'a plus de règles. Donc comme ça met en pause l'endométriose. Ça ne soigne pas l'endométriose, mais ça la met en pause. Ça permet à ton corps et à ton esprit, enfin selon ton état d'esprit, de penser à autre chose, quoi, de te reposer de cette inflammation permanente, en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, t'as eu ton diagnostic d'endométriose de poser, t'as eu cette solution qui t'a été apportée de reprendre la pilule. Est-ce que tu peux me faire un point de ce que toi, à ce moment-là, t'as compris de ce que voulait dire l'endométriose, ce que c'était et ce que ça impliquait, enfin, avec tes mots à toi, ta compréhension de la maladie à ce moment-là, ce qu'on t'en a dit aussi? Et bien que c'était du coup de l'endomètre à chaque règle qui pouvait se balader dans le corps de la femme, pas que dans l'utérus justement. Ça pouvait aller parfois dans la vessie, le côlon, voilà, le rectum, un peu partout. Et que du coup, cette proposition qu'elle m'a faite de ne plus de prendre la pilule, pardon, pour ne plus avoir de règles, faisait que l'endométriose n'allait plus progresser pendant ce temps-là, en fait. Donc voilà ce que j'en avais compris, et que c'était à vie. Ouais. Et est-ce qu'on t'a dit pourquoi toi, t'avais de l'endométriose? Non, que peut-être que c'était génétique.
Et non, ça on sait pas. D'accord. Et comment ça s'est passé du coup quand t'as pris la pilule? Eh bien, alors à la base quand même j'avais arrêté, enfin je ne voulais plus prendre d'hormones, donc là j'ai compris que effectivement à ce moment-là de ma vie ce qui était le mieux pour moi c'était de reprendre effectivement la pilule. Et donc comment ça s'est passé? Eh ben très bien, c'était une pilule que j'avais déjà prise auparavant, qui me correspondait bien et qui me stoppait vraiment mes règles. Et du coup, j'ai eu une bonne pause. Je l'ai prise pendant je sais pas, plus un an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et ça s'est très bien passé pendant cette période. Donc pour la première fois depuis tes 14 ans, t'as eu une période un peu de calme en termes de douleur et de règles abondantes, quoi. Enfin, t'as pu te reposer un peu, quoi. Oui, mais alors cette pilule-là, je l'avais déjà prise pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans auparavant, donc j'avais déjà eu une période comme ça de calme, justement. J'avais entendu parler de pilules qui coupaient les règles, et du coup, j'avais demandé ça à mon médecin, parce que justement, j'avais envie à cette époque-là de plus avoir mes règles. Donc, j'avais déjà vécu ça, oui. D'accord. Et tes questionnements sur la fertilité ou l'infertilité, t'as pu les poser à cette gynécologue-là? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez je lui ai parlé? posé la question et elle m'a dit que on saurait si j'étais fertile ou pas le jour où j'essaierais de tomber enceinte. Que en attendant, on ne pouvait rien anticiper, rien prévoir. Que voilà, que je pouvais par exemple avoir des soucis de fertilité qui étaient complètement qui étaient liés à autre chose, qui n'étaient pas du tout liés à l'endométriose. Voilà, c'était pas forcément l'endométriose qui allait éventuellement me poser des soucis pour tomber enceinte, quoi. Voilà, et que tout ça, voilà, on le saurait au moment venu. Ouais, je me suis dit bon bah écoute, on verra bien. En attendant, c'était pas le projet à ce moment-là, donc je me suis dit ouais, on verra bien. J'attends. Je vis ma vie, je continue à vivre ma vie et voilà. Ok. Et quand est-ce que du coup t'as arrêté de prendre cette pilule qui te correspondait bien finalement, puisque même si à la base ton désir c'était pas de prendre des hormones, mais finalement vu le diagnostic posé, c'était la solution pour arrêter de souffrir le martyre. À quel moment du coup t'as décidé d'arrêter d'avoir recours à cette solution un peu miracle? Et bien du coup, quand j'ai eu un projet de grossesse, en fait j'ai commencé à vouloir avant d'essayer de tomber enceinte, je me suis dit que je voulais avoir au moins 6 mois sans pilule. Et pour moi en fait, pour un bien-être complet, donc je reprendre le sport, manger mieux, etc. En fait, je voulais moi, voilà, j'avais un projet personnel de bien-être, et donc je suis retournée voir cette gynécologue pour faire un petit point annuel, on le faisait tous les ans, et je lui ai expliqué que du coup, enfin déjà elle m'a demandé, je crois, elle m'a dit donc Madame Collin, Célia, vous avez un certain âge, etc. Et donc je lui dis que oui, j'avais un projet de grossesse, mais que c'était pour l'année à venir. Elle m'a dit mais si c'est l'année à venir, commencez maintenant, c'est bientôt, allez-y. Et donc elle m'a un peu secoué les puces. et et je me souviens que j'étais ressortie de ce rendez-vous un petit peu chamboulée. J'étais là, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, oui, parce qu'elle m'a secoué les puces au niveau fertilité du coup, parce que j'avais du coup la trentaine avancée, enfin un peu passée de quelques années, j'avais 33, 32, 33, j'ai plus. Et elle m'a dit vous allez être, plus les années passent et moins vous serez fertile en fait. Et donc ce n'était pas hyper délicat. Et c'est quand même hyper particulier de se faire dicter un calendrier de parentalité par ton gynécologue. Enfin, voilà. Comment tu l'as vécu ça? Je me souviens, j'avais rendez-vous avec une copine juste après et j'étais complètement chamboulée, j'étais retournée parce que moi, enfin avec mon compagnon, on en avait discuté, on avait prévu ça pour dans un an et demi, voilà, on s'était dit
on se laissait le temps un peu en fait, mais c'était présent, l'envie était présente. Et elle m'a un peu, voilà, elle m'a dit de me presser en gros quoi, d'avancer un peu le projet. Et donc, j'étais partagée entre est-ce qu'elle me dit ça en fait pour mon bien, ou est-ce que elle est pas vraiment, elle est sortie de sa place là et elle a été complètement indélicate quoi. Donc voilà, j'étais un peu partagée quoi. Donc bon. Ouais, tu m'étonnes. Donc après j'en ai discuté avec mon compagnon, moi j'ai réfléchi aussi et j'ai décidé d'arrêter la pilule un peu plus tôt que prévu. Et j'ai décidé de me lancer dans un régime anti-inflammatoire. Et juste, j'ai oublié de dire une chose. En fait, elle m'a dit, la gynécologue, que si je voulais tomber enceinte, si je voulais avoir des ovulations efficaces, il ne fallait pas que je prenne Dentadis. Parce que je lui ai dit à ce moment-là, prescrivez-moi de Dentadis. Et elle m'a dit, ah mais non, si vous voulez tomber enceinte, il faut pas prendre Dentadis. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Mais c'est pas possible. Et elle m'a dit, il faut prendre du Doliprane ou du Spasfon. Je lui ai dit, mais ça fait rien, mais je vais mourir. Pour moi, en fait, ça faisait tellement d'années que j'arrivais à ne plus souffrir, du coup, pendant mes cycles, pendant mes règles, que c'était inconcevable de ne pas pouvoir prendre Dentadis, en fait. Et là, en fait, c'était ça le gros questionnement pour moi, c'était comment je vais faire pour ne plus prendre la pilule et si j'ai pas le droit, entre guillemets, de prendre de Dentadis. Et donc là, j'ai commencé à chercher des solutions autres que médicamenteuses, du coup, vu que je pouvais plus prendre ce médicament-là. Et je suis tombée du coup sur des groupes en fait de filles qui ont une endométriose et qui partagent leurs astuces entre guillemets et notamment un régime alimentaire qui est anti-inflammatoire. Parce que donc je répète, l'endométriose est une maladie inflammatoire, comme d'autres maladies. Voilà. Donc, en réduisant l'inflammation générale dans ton corps, oui. ou en tout cas les facteurs d'inflammation extérieure, tu calmes. Enfin, l'idée c'est ça, tu calmes du coup les manifestations de l'endométriose. Exactement. Et donc le but était donc de réduire drastiquement cette inflammation par donc un autre mode d'alimentation. Et dès mon premier cycle, ça a fonctionné. Vraiment. Alors, est-ce que tu peux me dire en quoi ça correspondait du coup ce régime anti-inflammatoire? Et aussi, parce que bon, du coup, moi, je suis au courant un peu de l'histoire, mais tu t'es pas concentré que sur l'alimentaire, t'as fait plein de trucs à côté, oui. Que ce soit en termes d'hygiène de vie ou en termes d'accès à, on va dire, une médecine non traditionnelle. Donc, oui. Est-ce que tu peux me donner un peu, me décrire un peu le package de tout ce que tu as fait pour vivre en harmonie, entre guillemets, avec ton endométriose? Alors voilà, ouais, donc j'étais tellement motivée par ce désir de bien-être général, comme je l'avais expliqué. Du coup, j'avais opéré un changement un peu psychologique, mental, etc. Donc j'avais cette motivation-là, j'avais la motivation d'avoir un corps sain pour accueillir une grossesse. Et du coup, je voulais aussi, j'avais aussi le souci de non, Dentadis, tu ne prendras plus. Donc, solution, tu trouveras. Donc, je suis allée voir une acupunctrice. J'ai fait plusieurs séances avec elle. J'ai aussi été voir, j'ai fait des séances d'hypnose. J'étais voir une spécialiste en hypnose. Je me suis mise à refaire du pilates. Donc j'en avais fait il y a des années et des années. J'avais arrêté et donc j'ai recommencé. Ça m'a fait un bien fou au niveau de tout mon corps, etc. Et je suis allée voir aussi une ostéopathe spécialisée en endométriose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je suis allée voir. T'as fait un peu de yoga? Oui, yoga. Et aussi, je suis allée voir une nutritionniste pour qu'elle m'aide justement à suivre ce régime anti-inflammatoire, qu'elle me donne des conseils. Et aussi
une naturopathe, mais j'ai fait juste une séance avec elle pour faire une détox via des compléments alimentaires. Voilà. Je sais pas si ça a fonctionné, hein, mais j'ai pas donné suite finalement. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait des séances avec une chiropractrice aussi. Donc ça, c'est ce qui s'apparente à l'ostéopathie. Voilà. Sauf qu'elle, elle était vraiment à côté de chez moi, alors que l'ostéopathe spécialisée en endométriose, elle était très loin. Voilà. L'acupunctrice, elle était très loin donc, aussi. Il y a eu tout... Voilà. Donc il y a eu tous ces soins en fait, professionnels voilà. du bien-être, ces soins, ouais. Toi aussi, reprendre une activité physique et l'alimentation anti-inflammatoire. Alors bon, je pense qu'on va pas la détailler ici, mais les personnes qui sont intéressées peuvent aller regarder. De toute façon, on trouve assez facilement ce que c'est que l'alimentation anti-inflammatoire. Oui, il y a des livres qui ont été... Et éventuellement aller regarder les mêmes groupes Facebook que toi t'es allé voir. Voilà, ne pas hésiter à aller se renseigner là-dessus. Enfin, parce que en fait, ce serait trop long si on détaillait tout le principe de l'alimentation. Mais si je résume, du coup, t'as vraiment toi opéré un changement dans ta vision de ce qui se passait. Donc, t'étais plus en train de subir ce qui se passe, enfin, ce qui se passait dans ton corps en termes d'endométriose et subir l'inflammation en essayant de masquer les symptômes avec que ce soit la pilule ou les Antasis, etc. Exactement. Mais t'as switché et tu t'es positionné en tant que responsable et actrice en fait de ton corps et de ce qui se passait dans ton corps et en lui apportant tout le bien-être dont il avait besoin avec ses spécificités, donc en adaptant ton hygiène de vie à ses spécificités qui est ce terrain inflammatoire et tu lui as apporté de la santé en fait à ton corps pour qu'il gère les choses au mieux, quoi. Exactement. C'est un vrai changement d'état d'esprit en fait que t'as opéré. Oui, c'est ça. Tu t'as tout à fait bien résumé. J'ai opéré un changement drastique en devenant actrice, exactement. En devenant actrice de mon bien-être, enfin, en tentant de devenir actrice de mon bien-être. Et ce que je peux dire, c'est que du coup, je sais pas exactement ce qui a fonctionné. Donc là, ce sera la prochaine étape, ce sera de voir ce qui fonctionne chez moi, parce que vu que j'ai fait plein de choses en même temps, je sais pas exactement quelle méthode a été la plus efficace, ou si c'est justement un combo de tout ça, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai gagné en bien-être et je n'ai plus jamais donc pendant 1 an, je n'ai plus jamais pris d'Antasis pendant 1 an de cycle. Et par contre, j'ai pris de temps en temps du paracétamol pendant mes règles et des Spasson, mais pas à chaque cycle. J'avais certains cycles où je prenais rien du tout au niveau des médicaments. Voilà, je prenais des plantes. Donc la douleur, elle était vraiment... elle était là. Vraiment moindre, quoi. Voilà, elle était là, hein, je vais pas dire que j'avais rien, hein, elle était là, mais vraiment amoindrie. Supportable, et en fait les jours où j'ai dû prendre des médicaments, du coup paracétamol ou Spasfon, c'est des jours où par exemple voilà, j'étais pas chez moi, où du coup ça me stressait un peu d'avoir mal et de pas réussir à gérer, où j'étais pas je pouvais pas être au calme, tranquille, voilà. Mais je me souviens d'une journée c'était par peur de la douleur plus que par la douleur elle-même, quoi. C'est ça. C'était en anticipant que peut-être que j'allais pas réussir à gérer, en fait, que ça allait être trop compliqué. Effectivement. Alors que je me souviens très bien d'une journée chez moi où voilà, j'avais un peu mal, j'étais avec une copine toute la journée. Même d'ailleurs, j'ai beaucoup saigné, j'ai dû me changer, ça avait débordé de partout, enfin bref. Mais j'arrivais à gérer, voilà, je prenais des tisanes de feuilles de framboisier. C'est ça que je voulais dire aussi, je me suis complémentée en plantes aussi, pas mal. Et je sais pas si c'est l'effet placebo ou pas, mais en tout cas ça m'aidait. Mais par contre, tes règles étaient toujours aussi abondantes qu'avant. Oui. Ah oui, ça a pas changé, ça, par contre, effectivement. Elles étaient toujours aussi abondantes et longues. L'effet qu'il y a eu, ça a été uniquement sur la douleur. Et voilà, pour revenir du coup sur la douleur, est-ce que tu peux me dire, donc avant ce changement de vie, quand tu avais tes règles, sur une échelle, je sais pas, de 1 à 10, tu te situais où quand tu avais ton pic de douleur? Sur une échelle de 1 à 10 de douleur? Ah, j'étais à 10, je voulais mourir.
quand j'étais sans médicaments ou que le médicament faisait pas effet parce que je l'avais rendu, juste pour moi c'était insoutenable. Je disais, je comprends ceux qui veulent mourir de douleur. Je me souviens très bien. Et là, quand tu prenais du coup pas de médicaments et que t'étais là récemment avec cette hygiène de vie anti-inflammatoire sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où? Oh, alors entre 2 quand ça allait, et parfois quand j'ai eu des cycles un peu plus douloureux, 4-5, on va dire. C'est là, c'est présent, mais tu peux quand même faire des choses. Voilà. Je pense que c'est des douleurs de règles peut-être classiques. Enfin, moi qui souffre pas d'endométriose, et les rares fois où j'ai eu mes règles et des douleurs de règles, bon voilà, c'est là, c'est une gêne, c'est une pesanteur, c'est des petites, ça lance un peu, mais tu peux continuer ta journée. T'aimerais mieux être chez toi tranquillement et posé et sous la couette, mais en soi t'es pas limité dans ta capacité à te faire ce que tu dois faire dans la journée, quoi. Enfin. Voilà, c'est un peu plus pénible, mais ça se fait. Exactement. Oui, je pense que c'était des douleurs entre guillemets plus normales, effectivement. Voilà. Et comment tu l'as vécu en fait, du coup, le fait de sans médicaments, sans pilule, réussir à gérer le truc, quoi, et de pas avoir si mal que ça? Ah ouais, j'ai victoire, quoi. J'étais tellement contente et fière aussi. En fait, j'avais commencé mes changements, j'avais commencé tout ce processus de bien-être quelques mois avant d'arrêter la pilule. En fait, j'avais anticipé. Donc c'est pour ça, je pense aussi que ça a fonctionné dès le premier cycle, en fait. Parce que du coup, ça faisait on va dire ça faisait 3-4 mois que j'avais commencé à changer mon alimentation, à pratiquer donc les médecines douces, voilà, quand j'ai arrêté la pilule. Et voilà, j'étais très très contente. Après, le régime anti-inflammatoire, c'est quelque chose, hein. Il faut beaucoup de volonté. En tout cas, quand comme moi, par exemple, on aime beaucoup tout ce qui est à base de gluten et de sucre, voilà. C'est pas facile de diminuer, voire d'arrêter tout ça. Mais voilà, avec de la motivation, on y arrive. Et moi, je trouve que le jeu en vaut la chandelle, vraiment. Vraiment. Oui, voilà, quand tu récoltes les fruits, ça doit te motiver pour continuer. Ouais. S'il y a des femmes qui ont l'endométriose ou des personnes qui connaissent des femmes qui ont l'endométriose qui écoutent ce podcast, vraiment, je leur conseille d'aller se renseigner au sujet de ce régime anti-inflammatoire et des compléments alimentaires en plantes, en fait, les plantes qu'on peut prendre. Mais tout ça en se renseignant bien, faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Ouais, et ce premier cycle que tu as eu qui finalement s'est bien passé, tu devais beaucoup l'appréhender du coup. Ah oui. Ah bah oui, parce qu'en plus c'était un peu tout l'enjeu, est-ce que je vais réussir à ne pas prendre Dentadis, quoi. C'était le défi. Est-ce que je vais réussir à ne pas prendre Dentadis? Et ça voulait dire aussi, est-ce que je vais réussir à ovuler correctement et à tomber enceinte par la suite aussi. Et c'était c'était un pari un peu sur l'avenir aussi, tout ça. Donc oui, ça avait il y avait beaucoup d'enjeux en fait derrière tous ces changements pour toi. C'est ça. C'était pas seulement la douleur, c'était aussi la fertilité de ton corps, c'était pouvoir te libérer aussi des médicaments. Enfin, il y avait beaucoup derrière en fait. C'est ça. Et je m'accordais pas le droit, je m'accordais pas le droit à l'erreur entre guillemets. Je me suis pas dit, oh tant pis si j'ai un peu mal, je prendrai un Dentadis et puis c'est pas grave. Non, je voulais vraiment pas plus en reprendre, quoi. J'étais vraiment motivée. Ouais. Et est-ce que tu as ressenti un bien-être général au-delà de l'absence de douleurs très fortes pendant les règles? Je peux dire que oui, mais alors je sais pas à quoi c'est lié. Ça peut être aussi ma vie à ce moment-là. En tout cas, oui, j'étais comme je te disais fière de moi et j'étais en accord avec mes décisions, mes choix et du coup, effectivement, ça me rendait heureuse. Oui. D'accord.
Et donc pour le sujet, toute la question principale de la fertilité, est-ce que finalement tous tes efforts ont payé? Est-ce que tu as rendu ton corps euh, comme un terrain fertile pour pouvoir avoir un enfant? Eh bien oui, ça a fonctionné. Alors en Ouais. fait, donc j'ai réussi à tomber enceinte au bout de 10 mois d'essai. Donc pendant ces 10 mois, j'ai fait pas mal de tests pour voir si là du coup on a pu lancer le processus de faire des tests, car au bout de 6 mois d'essai bébé, quand on a l'endométriose, on peut effectivement faire des analyses, faire un bilan de fertilité, quoi, en fait. Et du Alors que sinon, si on n'a pas d'endométriose ou autre facteur, c'est plutôt un an. c'est ça en fait, voilà. C'est plutôt un an. Alors que quand on a justement l'endométriose, ils nous raccourcissent de 6 mois. Voilà. Pour lancer les démarches, en fait. D'accord. Donc j'ai fait tout un tas de bilans. Et tout était bon, en fait. Donc tout était bon, malgré l'endométriose. Voilà, elle était présente, elle était là. Le kyste est toujours là, mais a priori ça n'empêche pas mon ovaire de fonctionner. Et ah oui, parce que c'est ça qu'on n'a pas dit, c'est que le kyste, en fait, on n'en fait rien, on le laisse là. Ah voilà, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. En fait, en fait, le kyste, on peut l'opérer s'il fait une certaine taille. En fait, je crois, il me semble que c'est à partir de 7 cm, 6-7 cm. Là, il considère que c'est gros. Si la patiente qui a ce kyste se plaint de douleurs atroces, tout ça en fait, ce sont des facteurs pour enclencher le processus opération. Mais moi, je faisais pas du tout partie de cette catégorie-là de personnes, parce que ce kyste-là, j'avais pas particulièrement mal du côté gauche. Lors de mes règles, en fait, j'avais pas mal en dehors de mes règles, parce qu'énormément de femmes ont mal en dehors de leurs règles. Et mon kyste faisait moins de 7 cm, je crois qu'il faisait 3 cm, donc 3,5. Donc voilà. Donc pas de raison a priori de le retirer. Non, voilà, parce que ça peut abîmer l'ovaire en fait. Chaque opération n'est pas anodine, et donc même s'ils font du mieux qu'ils peuvent, les chirurgiens, ils peuvent abîmer un petit peu l'ovaire. Donc ils préfèrent le laisser tant qu'il n'y a pas les raisons que j'ai dites précédemment. D'accord, ok. Et donc du coup, on reprend. Donc t'as fait les tests et on t'a dit qu'en fait tout allait bien. Voilà, au fur et à mesure des tests, parce que j'ai pas tout fait en même temps, au fur et à mesure des tests, donc échographie, je sais plus, prise de sang, je sais même plus tout ce que j'ai fait. En tout cas, je me souviens voilà. Oui, j'ai fait donc les échographies pendant la phase folliculaire, donc ils ont compté le nombre de follicules, tout à fait normal par rapport à mon âge. On a fini par faire donc une hystérosalpingographie, donc cette fameuse radiographie des trompes. D'ailleurs, je voulais pas trop la faire au début parce que c'est un examen qui est un peu douloureux, et justement, il est conseillé de prendre des médicaments avant la radiographie pour justement pas souffrir pendant l'examen. Mais bon, finalement, je me suis décidée à la faire, et voilà, tout allait bien. Le médecin m'a dit écoutez, madame, tout va bien, vous pouvez y aller. Et je suis tombée enceinte juste pendant le cycle qui a suivi cet examen. Donc et apparemment, je ne suis pas la seule. Dans des délais qui correspondent aux délais dans lesquels un couple classique sans pathologie particulière concevrait un enfant, en fait. Oui, je crois que c'est 6 mois à 1 an, effectivement, et nous on a mis 10 mois, donc finalement, effectivement. Et justement, je voulais juste revenir sur l'hystérosalpingographie, parce que moi, une amie m'avait dit elle essayait de tomber enceinte depuis 2 ans, elle a passé une hystérosalpingographie et elle est tombée enceinte juste après. Et moi, il s'est passé la même chose pour moi, ça faisait pas 2 ans, mais ça faisait 10 mois. Et le médecin qui m'a donné les résultats, donc, m'a lui-même dit que il avait remarqué que pas mal de femmes tombaient enceintes après cette
cet examen. Il semblerait que ça, comme on injecte un produit de contraste dans les trompes, que peut-être que ça fluidifie, que ensuite les spermatozoïdes arrivent mieux à passer, que ça glisse mieux, quoi, quelque chose comme ça. Donc voilà, si ça peut, donc ça peut aider d'autres femmes. L'avoir en tête. Voilà, je donne le petite astuce. Voilà, on sait jamais. Ne pas hésiter à mettre le paquet après stérosalpingographie. C'est ça. Okay. Et donc aujourd'hui, tu es la maman d'une petite fille. Exactement. Qui a 1 mois. Et oui. Et qui est là, qui dort à côté. Voilà. Voilà, donc l'issue de l'histoire est très heureuse pour toi. Oui. Je précise, mais voilà, tu aurais pu le préciser également. Tu seras d'accord avec moi, je veux dire, c'est que ton endométriose, elle est à un stade qui n'était pas très avancé par rapport à d'autres femmes. Exactement. Et que ton histoire, c'est ton histoire. Ça veut pas dire que des femmes qui ont une endométriose très très avancée pourraient avoir le même résultat. On n'en sait rien, j'en sais rien, t'en sais rien. T'es juste là pour partager ton expérience, pas pour dire faites comme moi, vous aurez le même résultat. C'est pas ça. Non. Moi, je partage les choses qui ont fonctionné pour moi et en espérant que ça puisse fonctionner pour d'autres. Mais effectivement, chaque corps est différent. Hein. Oui, il y a des femmes qui ont des cellules d'endomètre jusque sur les glandes lacrymales et qui saignent par les yeux quand elles ont leurs règles. Enfin, ça, c'est le stade vraiment le plus avancé qui a pu être observé. Donc, toi, t'en étais loin, même si c'était quand même très présent chez toi et très douloureux. Il y a des stades qui sont beaucoup plus avancés et bon, ben, de toute façon, ça peut pas faire de mal d'essayer de vivre une vie plus en santé, mais voilà, le résultat attendu et merveilleux que t'as eu, il sera peut-être pas au rendez-vous chez tout le monde, quoi. Donc, malheureusement il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à tomber enceinte, mais en tout cas pour moi, ça a plutôt bien fonctionné. Et aussi pendant la grossesse, je n'ai pas eu de douleur d'endométriose parce qu'il y a certaines femmes qui, pendant leur grossesse, du coup, continuent le régime anti-inflammatoire parce qu'elles ont des soucis, notamment digestifs au niveau des intestins, etc. Et moi, non, j'avais pas du tout ça. J'ai pu avoir un répit de 9 mois. Ouais, t'as pas du tout eu un régime anti-inflammatoire. Pendant ces 9 mois, non, j'ai lâché, petit à petit, j'ai lâché. Et justement, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites reprendre pour après, quand tu auras à nouveau des cycles menstruels? Est-ce que c'est une hygiène de vie que tu souhaites adopter pour toujours, en fait? Eh oui. Ben oui. En fait, j'espère réussir à retrouver donc ces cycles que j'avais eus qui étaient moins douloureux. Et du coup, pour cela, je vais reprendre mon régime anti-inflammatoire à mon retour de couche, Oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a appris tout ça, toute cette expérience de l'endométriose aujourd'hui avec un peu plus de recul et après avoir un peu tâtonné, testé, etc. Voilà, qu'est-ce que tu en retires? Et déjà, je trouve ça scandaleux que j'ai été diagnostiquée qu'à 30-31 ans. Déjà, c'est très très dommage en fait. Si j'avais été diagnostiquée avant, ma vie aurait certainement été différente. Voilà. Donc toutes ces mamans qui ont des jeunes filles adolescentes qui souffrent, j'espère qu'elles sont au courant que l'endométriose existe, et surtout toutes ces jeunes filles qui se disent peut-être que j'ai l'endométriose, mais je vais voir mon gynéco, le gynéco leur dit non vous avez rien. Si jamais elles ont eu cette intuition là, qu'elles lâchent pas en fait, parce que ça, j'ai lu beaucoup de témoignages comme ça. En fait, on a du mal à se faire diagnostiquer en fait, c'est ça le souci. Donc elles lâchent pas, qu'elles demandent des conseils. Il y a le site EndoFrance aussi qui recense bon nombre de praticiens spécialisés en endométriose. Donc elles n'hésitent pas à faire 100 km, 200 km s'il faut pour aller voir un médecin qui s'y connaît vraiment. En fait, on peut pas passer en 2021 à côté d'un diagnostic. En fait, c'est pas possible de vivre, de souffrir comme ça. Enfin, je dis pas qu'elles souffriront plus après, mais de souffrir sans savoir ce qu'on a en fait. C'est voilà. Donc déjà il y a ça. Et en pensant que c'est normal. Bah oui.
surtout ça le problème, effectivement. Et ensuite, deuxième chose, c'est ce fameux régime anti-inflammatoire, en fait, et puis surtout faire aussi avoir une hygiène de vie, faire un sport, en fait, qui détend tous les muscles, en fait, parce que le stress aussi, voilà, c'est ça, le stress aussi, c'est une source d'inflammation aussi. Donc essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire des choses qui nous plaisent, en fait. Moi j'ai fait du pilates et du yoga, mais d'autres feront d'autres choses. Donc voilà. Donc s'écouter et vraiment le régime anti-inflammatoire, essayer alors on n'est pas obligé de le suivre de façon drastique, en fait. Tout dépend de ce qui fonctionne pour le corps de chacune. Mais certaines sont obligées de le suivre à la lettre et d'autres le suivent plus ou moins, et ça fonctionne aussi. Voilà. Donc grosse découverte positive. Ouais. Mais tu vois finalement que la solution vienne de l'alimentation et de l'hygiène de vie hors alimentation, c'est la conclusion de quasiment toutes mes invitées pour des maladies chroniques, en fait, qu'elles peuvent avoir. Enfin, moi, c'était le cas avec le SOPK, c'était le cas de Faustine avec l'acné, de Jeanne avec la maladie de Crohn, j'en oublie certainement, mais finalement, est-ce que si on n'avait pas déjà à la base toutes et tous une hygiène de vie un peu plus connectée avec ce qui est bon pour nous de manière ancestrale et biologique, on n'irait pas mieux en général, quoi. C'est ça. Je pense qu'en tout cas, ça vaut vraiment le coup de se poser la question déjà et de tenter, en fait, d'aller vers ce qui correspond à notre corps, parce que voilà, ce qui correspond à mon corps correspond pas forcément au tien, et il faut s'écouter. Et après, par contre, tout ça ne guérit pas de la maladie, hein, j'ai jamais dit ça, mais ça permet d'aller vers un mieux-être, en fait. Et je pense que tout le monde recherche ça, en fait, à moins de vouloir souffrir. Mais ouais, tu la mets en sommeil, en fait, ta maladie. Alors, la mettre en sommeil complètement, ce serait le top, mais au moins l'amoindrir, en fait. Amoindrir ses nuisances. Voilà. Elle avance comme un escargot, quoi. C'est ça. Et voire même la faire stopper ou diminuer. Ça peut arriver aussi. Jusqu'à la ménopause. Voilà. Il faut attendre encore. Ok, super. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Non, ça y est, je viens de faire mon petit bilan et je suis ravie d'avoir pu partager mon expérience de vie, du coup. Surtout que voilà, il y a une issue qui est positive, donc l'issue finale, donc qui a été ma grossesse réussie et mon joli bébé, que aussi je trouve plus mes mots, pas l'absence de douleur, mais voilà, d'amoindrir les douleurs pendant les cycles, voilà, c'est ça. Donc je suis ravie de moi d'avoir parcouru tout ça et de pouvoir le partager. Voilà. Ouais, tu peux être fière de toi, en fait, parce que tu es allée chercher des solutions. En fait, on t'a fermé des portes à droite, à gauche. Si tu fais un bébé, c'est plus de pilules et plus d'Antadis. Et tu t'es pas rebellée contre le système, entre guillemets. Tu es allée chercher des solutions et tu es allée au bout de ton idée et ça a fonctionné. Donc, oui. Donc, bravo à toi. Tu peux être fière de toi. Oui. Et juste pour l'Antadis, j'ai une copine qui a l'endométriose qui n'était pas au courant, par exemple, que l'Antadis, ça pouvait influer négativement sur l'ovulation. Alors, je me souviens plus exactement ce que ça fait, mais c'est écrit même je vais aller rechercher, c'est écrit dans la notice de l'Antadis. Ça, voilà, donc, ça aussi, c'était bien, ce serait bien que les femmes soient au courant aussi. Ça serait un peu dommage. D'accord, ok. Voilà. Et parfait. Merci pour tout, Célia. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode avec toi. Moi aussi. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux
mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.